Bonjour à tous, bonjour José. Bonjour Malika. Bienvenue dans 1, 2, 3 Santé. En Guadeloupe, le risque lié à la consommation d'alcool pendant la grossesse reste très flou dans les esprits. Et le zéro alcool pendant la grossesse n'est pas perçu comme une absolue nécessité. Pourtant, les conséquences pour l'enfant peuvent être graves. C'est le syndrome d'alcoolisation fœtale. Effectivement Malika, si pendant la grossesse, la mère consomme même une petite quantité d'alcool, c'est elle qui le boit, mais c'est le bébé qui trinque. Les conséquences peuvent être graves, en particulier pour le cerveau du bébé, qui va être touché, avec toutes les conséquences ultérieures qu'on imagine. Allez, on écoute tout de suite la question du jour. Est-ce que certains alcools sont moins dangereux pour la femme enceinte et son bébé? La bière, elle est quand même moins forte que le petit punch? Et le spécialiste qui nous accompagne dans cette émission, c'est le docteur Jean-Christophe Hébert. Bonjour. 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 Vous êtes donc neuropédiatre au centre hospitalier de Basse-Terre. Le syndrome d'alcoolisation fœtale, on l'appelle aussi le SAF, c'est quoi? Alors le SAF, c'est un syndrome. Un syndrome, c'est déjà une association de plusieurs symptômes, hein. Et c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est les 10-30% d'enfants pour lesquels on va voir quelque chose. Et après, on a d'autres appellations comme l'exposition à l'alcool fœtal ou le trouble d'alcoolisation fœtaux. Et ça, ce sont des enfants qui auront un syndrome en fait léger, atténué, mais qui seront quand même atteints, hein. Donc il faut voir ça comme un continuum entre le syndrome d'alcoolisation fœtale qui est visible dès la naissance. C'est la forme grave. La forme plus grave. grave. Et puis l'exposition des fœtus à l'alcool, pour lequel on ne verra pas forcément quelque chose à la naissance, et on va voir apparaître les troubles neurologiques avec le développement progressif de l'enfant qui se fera de façon décalée et anormale. Alors on parle de quelle quantité d'alcool? Un petit peu, beaucoup? Alors, tout alcool pendant la grossesse est mauvais. On sait que pour avoir un syndrome visible, donc le SAF, il faut ce qu'on considère comme de grosses quantités d'alcool. Hein, c'est 5 à 6 verres jour. Sauf que ce 5 à 6 verres jour, en fait, est reconnu en métropole pour 1 à 2% des femmes. Donc ce qui fait quand même un volume de mères consommant des quantités excessives d'alcool, réellement excessives, très important. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent consommer de l'alcool en se disant, on vient de savoir qu'on est enceinte, ou on ne le sait même pas, qu'une petite bière ou une coupe de champagne, ça ne va pas faire de mal. De toute façon, c'est moins dangereux qu'un petit punch. Alors, il faut savoir qu'on considère maintenant qu'un verre alcoolisé apporte la même quantité d'alcool, quel que soit le verre. C'est-à-dire, si vous prenez un verre de vin, une coupe de champagne, une chope de bière, un verre de whisky, vous apporte. Ça revient au même. Voilà, vu la taille que l'on vous sert, Différentes. voilà, mais ils on apportent apporte le même. à peu près 10 grammes d'alcool pur à chaque fois. Donc le verre de vin ou le petit punch apporte la même quantité d'alcool. Sachant Donc, que, oui, excusez-moi, en plus, quand vous vous servez à la maison, vous êtes encore plus généreux que ce qu'on peut vous servir dans un bar. Donc les quantités peuvent être doublées à la maison entre le petit punch qu'on vous sert dans un bar par rapport à ce que vous servez chez vous. Donc, quel que soit l'alcool, ils sont aussi dangereux l'un que l'autre. L'alcool est dangereux. Voilà. Et ce, quels que soient les stades de la grossesse, ou ça peut être plus grave en début de grossesse ou en Alors. fin de grossesse? C'est d'autant plus grave que le bébé est en plein développement. Donc le premier trimestre de grossesse est vraiment la période la plus à risque. Tellement à risque que même on peut avoir un défaut de fécondité déjà, parce que le fœtus ne se nide pas, ne s'arrime pas. Après, le premier mois, même les 2 premiers mois, sont à très gros risque de malformations, et vraiment des malformations complexes. Des malformations cardiaques, des malformations neurologiques, des malformations osseuses. Et donc là, on est dans la forme extrême du SAF. Le fœtus, à ce moment-là, se développe énormément. Et donc toute alcoolisation excessive, enfin toute alcoolisation, est à gros risque de malformation.
Et dès la naissance, quels sont les signes qui peuvent faire penser à un SAF? Alors, le premier des signes, c'est que cet enfant, il s'est mal développé. Donc, il est trop petit, en poids, en taille et surtout en périmètre crânien, qui est un très mauvais signe pour l'enfant, puisque son cerveau ne s'est pas développé. Et autant peut-être il rattrapera son poids et sa taille, autant il ne rattrapera pas un développement cérébral correct après. C'est ce qu'on appelle une microcéphalie. Une microcéphalie, D'accord. voilà. À côté de ça s'associent des signes qu'on dit dysmorphiques, c'est-à-dire l'enfant n'est pas très joli. Il y a des petits signes qui sont un philtrum lisse, une lèvre supérieure fine, des yeux un petit peu étroits, un écartement des yeux. Voilà, il y a des petits signes faciaux notamment qui font évoquer, surtout s'ils sont avec la microcéphalie. Il faut être très attentif pour les voir, et surtout dans certains contextes. Oui, c'est sûr que cet enfant est à regarder, et puis après, il va très vite avoir aussi des petits problèmes de comportement qui vont faire évoquer. Souvent, il va s'alimenter pas très bien, il va être irritable, il peut avoir un syndrome de sevrage, c'est-à-dire la rupture brutale de l'alcool auquel il s'est habitué. Eh bien, on va le voir à la naissance parce qu'il sera difficilement gérable. Alors pour mieux comprendre ce syndrome, nous vous proposons ce reportage tourné à La Réunion. Des familles témoignent de leur quotidien compliqué. Une sortie d'école comme les autres. Comme la plupart des élèves de sa classe en situation de handicap, c'est en taxi que Guilhem rentre chez lui. J'ai eu un petit problème avec un élève de ma classe qui joue Moby, qui triche, comme l'année dernière. Les conséquences de son syndrome d'alcoolisation fœtale ne sont pas toujours comprises par ses camarades, car elles ne sont pas visibles au premier coup d'œil. Troubles de l'attention, difficulté à gérer ses frustrations, impulsivité. À 11 ans, il a déjà été déscolarisé. Comment ça va? Bien, alors le chien, ça va? Lorsque l'école est dépassée, elle s'en remet à la famille. Tiens, Guilhem. Attends, ça c'est... Guilhem a été adopté à l'âge de 2 ans. C'est à La Réunion que sa maman Magali a pu poser un diagnostic. Ça veut dire que quand la maman elle est enceinte, eh ben elle picole et le bébé il reçoit tout. De toute façon, ceux qui se moquent des SAF, faut les ignorer tout simplement. Faut pas les écouter. Comme moi, à l'école, après d'être dîné, il y en a un, il m'insultait, bah, je l'écoutais pas. Voilà Guilhem, quand il était petit, en Russie. Il était dans un orphelinat. Enfin, en tout cas, on ne s'est pas rendu compte du tout des conséquences. Toutes les matières écrites sont extrêmement difficiles à assimiler. Elle aimait un taureau, olé olé, qu'elle avait vu à Bilbao à la foire aux bestioles. Aux bestiaux. Et c'était un fort. c'était un fort, À l'oral, cela fonctionne mieux. c'était un beau taureau costaud, olé olé. Bravo! Voilà, bravo, on peut m'applaudir. Bravo! Et là, c'est ma chambre. Elle est sublime. Les réactions de Guilhem sont imprévisibles, même si sur son visage, rien ne laisse transparaître la différence. Ça ne se voit pas. Et ce qui est parfois difficile pour nous, la famille, justement, c'est que les gens ne comprennent pas tout de suite ces mauvaises éducations, etc. Moi, je ne connaissais pas. Le SAF est un problème mondial. La Réunion a reçu le prix de l'Académie nationale de médecine pour ses ressources mises au service de la prévention et de la prise en charge. C'est au Centre d'action médico-sociale précoce à Saint-Louis que les consultations pluridisciplinaires ont lieu. Qu'est-ce qu'on fait quand on traverse la route? Ce petit garçon de 5 ans est suivi depuis ses premiers mois. Je t'ai vu. Hein, je t'ai vu là. Il y a 2 motos. Oui. C'est l'assistante sociale et l'assistante familiale qui l'accompagnent à la consultation. Donc c'est important ce type de consultation. Justement, ça nous permet aussi à nous, de travailleurs sociaux, de mieux comprendre le développement de l'enfant, son comportement, puisque nous sommes aussi interpellés par l'école. L'enfant, il est scolarisé. Direct, par email. Ok, bah, tout à l'heure. Le pédiatre qui suit l'enfant n'est autre que le président de SAF France. 15 kilos à 1,04 m. C'est à La Réunion qu'il se bat depuis 20 ans pour la reconnaissance de ce fléau silencieux. Touche pas à tout, touche pas à tout. Le jeune patient ne tient pas en place, une caractéristique du syndrome. Ça c'est très important parce que c'est là qu'on voit si le cerveau a bien grandi ou pas. 48,5. Son périmètre crânien est inférieur à la moyenne, mais toutes les facultés de son cerveau ne sont pas encore arrivées à maturité.
Si une maman ne dit pas qu'elle a pris de l'alcool pendant la grossesse, parce que c'est honteux, parce que c'est tabou, parce que la société lui renvoie une image jugeante, nous ne savons pas que le bébé a été impacté, le plus souvent, et nous ne pouvons pas mettre en place des stratégies de compensation. C'est un enfant qui, quand on est dans une grande proximité, va être très performant. On va essayer de travailler la respiration, les appuis au sol. Je vais écrire mon prénom. Tu veux écrire ton prénom? Aucun enfant n'évolue de la même manière. Malgré ce suivi régulier, de nombreuses questions se posent pour l'avenir. Les personnes qui ne sont pas sensibilisées justement à ce type de problème auront tendance justement à le cataloguer, à le stigmatiser, à le mettre dans un coin, et du coup c'est pas évident. Cette promotion d'étudiants prépare une carrière sociale. On sait à La Réunion qu'il y a 7600 femmes qui sont recluses chez elles et qui boivent de l'alcool pour oublier. C'est la seconde formation que le docteur Lamblin assure à l'Institut universitaire et technologique de Terre Sainte. Est-ce que vous avez l'impression que dans vos quartiers, dans vos familles, c'est quelque chose de fréquent? Oui. Le syndrome du SAF ne se voit pas. Et pour la société, c'est pas quelque chose qu'on peut justifier. J'ai été choquée de voir que la société fermait les yeux sur ces problèmes-là. 150 naissances pathologiques chaque année à La Réunion. Le syndrome d'alcoolisation fœtale concerne de nombreux corps de métier. Le président de SAF France entend bien fédérer jusqu'aux alcooliers. Retour sur le plateau de 1, 2, 3 Santé. Nous sommes avec le docteur Hébert Jean-Christophe. Je rappelle que vous êtes neuropédiatre au centre hospitalier de Basse-Terre. On vient de le voir, le SAF est particulièrement fréquent dans certaines régions du monde, comme la Réunion ou encore le Canada. Alors, on a effectivement une carte du monde. Vous avez, j'ai travaillé à Mayotte. À Mayotte, ils sont musulmans, il n'y avait pas de SAF, sauf chez les métropolitains. Et là, il y en avait pas mal. Donc les pays musulmans sont très peu touchés. À l'inverse, des pays comme la Russie sont très touchés. Le Canada, et notamment dans les communautés amérindiennes, c'est des taux fabuleux qui Pour la métropole, on estime globalement aller à 0,1 pour 1000 enfants avec SAF et 1 pour 1000 d'enfants qui a été touchés quand même par l'alcool. Sur la Réunion, on est à des chiffres pratiquement 10 fois supérieurs, quoi qu'il y ait une énorme amélioration avec les campagnes qui ont été faites, qui ont été vraiment très très fortes à la Réunion. Ils ont été très sensibilisés. Et on a... il y a 20 ans, 15% des enfants qui étaient dans les institutions à La Réunion étaient des enfants SAF. 15%. Et en Guadeloupe, est-ce qu'on a des chiffres? On a des chiffres de l'INVS qui nous situent à la moitié des chiffres de La Réunion, ce qui est quand même pas très glorieux, parce que la Guyane et la Martinique seraient plus bas que nous. L'INVS dit 0,6 enfants pour 1000 grossesses, pour 1000 naissances. Ce qui est quand même beaucoup. Ce qui est quand même beaucoup. Alors, c'est pas le SAF, la forme aiguë, c'est l'alcoolisation fétale. D'accord. Quels que soient les mots. Mais de toute façon, ça représente quand même 2 à 3 enfants annuels pour la Guadeloupe qui naissent avec des signes visibles. Alors, cet alcool consommé pendant la grossesse, dans quel contexte il est pris par les mères? Alors, il faut distinguer l'alcoolisation chronique. Donc l'addiction. L'addiction, mais qui peut être une addiction modérée, hein, je dirais, c'est-à-dire avec 2 verres de vin par jour ou 2 verres d'alcoolisation, de boissons alcoolisées par jour. On a déjà des symptômes, on a déjà une baisse du quotient intellectuel, donc des capacités scolaires, avec uniquement 2 verres par jour. Et ça représente probablement, c'est difficile à dire, mais plus de 10% des femmes. Quel est le retentissement du binge drinking si à la mode chez les jeunes actuellement sur le risque de SAF? On sait que les femmes qui ont une alcoolisation chronique prolongée de plus de 30 ans étaient le cœur, je dirais, des SAF sur la métropole. Et on voit apparaître maintenant effectivement ce nouveau mode d'alcoolisation qui est la biture express, où le week-end, on est massive et rapide. le plus vite alcoolisé possible, sans manger, et tout faire pour avoir l'ivresse la plus tôt. Et cette alcoolisation massive, c'est, je
Si on prend l'exemple des antibiotiques, c'est comme une grosse prise d'antibiotiques. Effectivement, c'est plus efficace. Entre guillemets, c'est le shoot, c'est plus efficace. Ça détruit mieux le cerveau qu'une alcoolisation un petit peu chronique, qui elle n'est pas bonne non plus. Mais les jeunes se croient en sécurité avec une seule alcoolisation par semaine, ils ne se croient pas alcooliques. Pour un bébé, les dégâts sont les mêmes. Et vous dites aussi, pas d'alcool chez le père non plus en période de conception. Alors, ça a été décrit assez récemment qu'effectivement, pour l'homme comme pour la femme, même avant la grossesse, il y a une préparation en fait des chromosomes, une méthylation qui se fait pas bien. Et donc ces enfants-là, dont les parents ont été imprégnés avant la grossesse, ont souvent un petit poids de naissance, ça c'est pour la femme, ou des déficits intellectuels, voire des troubles sociaux, ou une addiction même ultérieure à l'alcool ou aux autres substances, quand c'est le père qui a bu. Donc papa, on fait attention pendant la conception et maman, c'est pendant toute la grossesse. Voilà. Et papa, il peut faire aussi attention pendant la grossesse pour ne pas inciter maman madame. à boire. On dit bien pas d'alcool du tout pendant la période de conception et pendant la grossesse pour tout le monde. Oui. Restez avec nous dans quelques instants, nous verrons quels sont les outils dont disposent les professionnels pour mieux appréhender ce syndrome d'alcoolisation fœtale. Merci de nous suivre sur 1, 2, 3 Santé. Docteur Hébert, le diagnostic du SAF, il est difficile à faire? La preuve diagnostique est difficile puisqu'il n'y a pas d'examen biologique à réaliser chez le bébé qui nous donnerait la preuve de son intoxication alcoolique pendant la grossesse. Et quand on se tourne vers les femmes, la question est posée, est-ce que vous avez pris de l'alcool, du tabac pendant la grossesse? Et la réponse à l'alcool est toujours négative. Tout le monde sait maintenant qu'il ne faut pas boire pendant la grossesse. Il y a eu de bonnes campagnes et donc la réponse est non, je n'ai pas bu. C'est très rare qu'on ait une réponse positive. Alors on peut essayer de pister un petit peu, de détourner un petit peu. On va demander est-ce que vous avez eu des coups durs pendant la grossesse? Est-ce que vous avez eu de la déprime pendant la grossesse? Est-ce que vous avez été boire un petit peu parce que là, il y avait des moments difficiles? Et puis après, il y a des questions, quand on pense que le bébé est déjà un SAF au vu de ces éléments, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on vous a déjà agacé en vous parlant d'alcool? Est-ce que vous avez déjà pensé à réduire de vous-même votre consommation? Est-ce que de temps en temps, vous démarrez la journée avec un petit verre parce que la journée va être difficile? Voilà, il y a des façons d'aborder un petit peu l'alcool, mais en général, il n'y a pas d'aveu. Est-ce que les professionnels sont formés à ça? Alors, les pédiatres, oui. Oui. À dépister pas forcément le SAF. généraliste ou... Beaucoup moins, je pense. Beaucoup moins. Il y a eu quand même beaucoup de campagnes. Oui. Il y a eu beaucoup de campagnes. Le problème, c'est que les signes sont discrets, les mères n'avouent pas, donc on ne l'évoque pas d'emblée. Ça complique les choses. Et éventuellement, chez la mère, on peut avoir quelques signes biologiques évocateurs, mais il y a énormément de faux positifs, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez les globules rouges un petit peu gros, pendant la grossesse, on peut avoir des globules rouges un peu gros par déficit en vitamines. Voilà, donc ça ne suffit pas. Les gamma-GT élevés, c'est un autre signe, et il n'est pas forcément corrélé à l'alcool à 100%. Voilà. Donc on a des signes évocateurs, mais dont on ne peut pas faire une preuve diagnostique. On peut l'évoquer, mais on ne peut pas l'affirmer. Tout à fait. Alors en Guadeloupe, il existe des consultations en addictologie. Elles ont été mises en place pour rompre le silence et aider les futures mamans à arrêter la consommation d'alcool. Le docteur Tony Romuald nous en dit plus. Lorsqu'une femme enceinte consomme un verre d'alcool, on constate autant d'alcool dans son sang que dans celui du bébé. Mais plus encore en proportion dans celui de son bébé, sachant que ses reins ne sont pas encore capables d'éliminer l'alcool. Effectivement, quand on parle de syndrome d'alcoolisation fœtale, on parle de toute quantité d'alcool chez la femme enceinte et ce n'est pas que chez les femmes dépendantes de l'alcool. Donc toute consommation d'alcool est un risque, quel que soit le moment de la grossesse, et on pourrait dire quelle que soit la quantité, parce que les études n'ont pas montré de quantité d'alcool et de bons moments pour boire de l'alcool chez la femme enceinte. Donc le principe, bien sûr, c'est zéro alcool pendant toute la grossesse, et on pourrait aller plus loin, se dire aussi pendant la période de l'allaitement, parce que
l'alcool va dans le lait maternel et l'alcool passe aussi donc, pendant la grossesse par le placenta. Il n'y a pas d'alcool fort et d'alcool faible, notamment chez la femme enceinte, encore une fois. Tout alcool est alcool. Toute quantité d'alcool bu va amener un certain nombre de grammes d'alcool dans le sang. Si on prend l'exemple du rhum, on sait que 2,5 centilitres de rhum va être équivalent à 10 centilitres de vin, à 10 centilitres de champagne, c'est à peu près une coupe de champagne. Et tout cela va amener 10 grammes d'alcool dans le sang et ça va correspondre à peu près à 0,20 d'alcool. Donc 10 grammes d'alcool, un verre standard, c'est 10 grammes d'alcool, et ça va correspondre à 0,20 d'alcool dans le sang. Donc on a une équivalence, quel que soit l'alcool, qu'on dit fort, ou l'alcool un peu plus léger, tel que les bières et autres alcools. Donc il n'y a pas d'alcool faible et d'alcool fort chez la femme enceinte. Tout alcool est alcool parce qu'il va amener une certaine quantité d'alcool dans le sang. On sait que plus on va boire beaucoup, plus on va être exposé longtemps à l'alcool, plus il y a un risque d'avoir un syndrome d'alcoolisation fœtale. D'accord ? Mais quelle que soit la quantité, il y a toujours un risque. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a des organes qui se forment à certains moments de la grossesse. Le cœur, vers les 4 semaines de grossesse, on sait que les malformations peuvent se voir à ce moment-là. Mais par exemple, le système nerveux central demeure sensible à l'alcool pendant toute la grossesse. Jusqu'au dernier jour, il y a une sensibilité du cerveau à l'alcool. Et finalement, on pourrait se dire à l'ensemble des substances psychoactives, tabac, cannabis, etc. Aborder l'alcool chez la femme enceinte est une question qui est difficile, surtout quand on n'est pas du domaine spécialisé de l'addictologie, parce que ça peut ramener une forme de jugement. Les patientes peuvent se sentir jugées de façon en fonction de la question qu'on pose. Par exemple, si vous posez la question « Buvez-vous de l'alcool ?», qui est une question dite fermée, plus facilement, on peut répondre « non ». Il faut avoir de l'empathie quand on pose la question, quand on aborde la question, il faut avoir du respect, il faut être sans jugement. Donc c'est vrai qu'on est en 2017, on pourrait se dire que la majorité des professionnels aujourd'hui, quand même, conscients de ce risque, disent zéro alcool pendant toute la grossesse. On sait aussi que parfois, certains peuvent penser qu'un petit verre ne va pas changer grand-chose. Ce n'est pas un petit verre qui va faire que ce soit quel que soit l'alcool. Donc parfois, il y a une forme de tolérance sur les quantités, sur les moments, par certains professionnels. Je pense qu'il faut qu'on continue à travailler dessus pour que l'ensemble des professionnels, qu'on puisse dire d'une même voix, zéro alcool pendant toute la grossesse et depuis le premier jour de grossesse jusqu'à la fin de l'allaitement si on allaite. Docteur Hébert, comment se pose le problème pour ces mamans qui ont consommé de l'alcool de manière festive sans savoir qu'elles étaient enceintes ? Je dirais que c'est malheureusement trop tard. C'est-à-dire, à partir du moment où on a bu pendant la grossesse, le bébé peut être impacté. Donc, le message à passer, c'est vous voulez être enceinte, déjà, vous arrêtez de boire, que ce soit de façon chronique ou intempestive le week-end. Festif ou festif de temps en temps. Ou festif de temps en temps, voilà. Il y a une incompatibilité entre vouloir être enceinte et vouloir continuer à boire de façon excessive ou chronique. On est un peu sur la prise en charge de l'enfant quand il est suspect ou pratiquement sûr d'avoir un SAF. Cette prise en charge, elle est uniquement comportementale. Oui, puisqu'il n'y a pas de traitement spécifique. Malheureusement, on l'a vu, le cerveau ne va pas récupérer l'intoxication qu'il a eue. Et donc, nous, ce sont des enfants qu'on intègre directement dans le CAMS, qui est un centre de dépistage et de prise en charge de tous les handicaps. On sait qu'ils peuvent avoir des handicaps comportementaux, donc ils auront besoin d'une orthophoniste, ils auront besoin d'une psychomotricienne, la moitié ont des troubles aussi des retards moteurs, une psychologue, une éducatrice, ce sont des enfants, on l'a dit, à 80% avec une hyperactivité, une impulsivité. Une psychologue, c'est des enfants qui ne sont pas autonomes, qui n'ont pas confiance en eux, qui se marginalisent. Donc il va falloir faire appel pour eux à tous les référents de santé de l'enfance, parce que pratiquement dans chaque domaine, ils vont avoir un besoin. Une prise en charge globale pour compenser les effets qu'il y a eu, les dégâts qu'il y a eu sur son cerveau. Ce sont des enfants qui peuvent être accompagnés au niveau scolaire ?
Alors, il faut qu'ils soient accompagnés. Alors, les classes, on peut leur donner des classes adaptées ou avec une AVSI, une auxiliaire, des classes à petits effectifs. Éventuellement, on peut associer une thérapeutique si l'hyperactivité est excessive et ne permet pas l'intégration à la classe. Voilà. Mais tout ça, c'est courir après le problème. Et on l'a vu pour La Réunion, beaucoup de ces enfants sont en institution et non pas scolarisés. Et quand on arrive à l'âge adulte, les SAF sévères, etc. Voilà, 80% de ces enfants SAF deviennent des adultes non autonomes. 50% selon certaines études se retrouvent ou en institution psychiatrique ou en prison parce qu'ils sont délinquants ou ils sont addicts, alcool et autres drogues. Donc effectivement, ces pauvres enfants, leur vie est totalement pénalisée, la vie de leurs parents est pénalisée et la vie de la société est pénalisée. Donc il faut prévenir, 0 alcool pendant la grossesse. Merci beaucoup, docteur Hébert, d'être venu nous parler du syndrome d'alcoolisation fœtale. Merci José, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 1, 2, 3 Santé. Et surtout, ne ratez pas Yemouna pour la synthèse en créole. Messieurs et dames, bien bonjour. Jeudi là, José et Malika recevoir ce plateau là Christophe Hébert, qui neuropédiatre à l'hôpital Bastet, pour y parler de ça, il a crié le syndrome d'alcoolisation fœtale. Quand ça y est ça, eh bien c'est là où voit madame enceinte cabré. Il cabré, mais c'est Timouna qui capotait les pots cassés. Faut nous bien comprendre que quel que soit moment là, quelle que soit quantité d'alcool là que maman la prend, eh bien ça a fait des dégâts à Timouna. Pas d'avoir, eh bien alcool là qui agit comme poison, il a attaqué le cerveau à Timouna. Et eh bien, même si vous voulez voir Timouna fait ou pas voir grand chose, à part que figure un petit gens différent, eh bien c'est là où il a grandi, misi en misi, où il a constaté les dégâts. Alors, ces Timouna, ça, c'est des Timounes qui toujours nient des problèmes de santé. Il y a ni problème pour y comprendre, il y a ni problème pour y parler, il y a ni problème pour y concentrer, il y a ni aussi des convulsions, enfin, toute vie à yo, eh bien, ou qui est obligé de suivre ces Timouna ça par rapport justement à ces problèmes à alcool là que maman là prend là. Alors ces Mouna, ça pour nous comprendre, c'est que c'est soit on fait Timoun, c'est soit on boire alcool, mais on peut pas faire les deux en même temps. On peut pas boire alcool avant, on peut pas boire alcool pendant ou enceinte et on peut pas boire alcool non plus tout le temps là que ou kabay tété là. À hack, pas même anti-niek, anti-zongon, 0 alcool. Nous comprenons nous? Bon, eh bien, nous bout pour aujourd'hui là. Toujours songer que c'est on sel qu'on nous. Alors, ça nous prend précaution et puis rester docteur. À dans notre soleil.